Un arbre dans la ville, Romalie. Paul. Ok. Aujourd'hui, on parle de quoi? La dernière semaine, ou plutôt la semaine dernière, je voulais que l'on revienne sur le sujet principal. Donc, on avait rapidement touché au sujet le premier épisode. Donc concrètement, tu sors du collège ou du lycée, tu fais comment? Tu fais quoi? Toi qui es professionnel, tu recommandes quoi? Alors, déjà, enfin, il y a pas de chemin, il n'y a pas de vérité toute faite. J'ai pas, ça fait maintenant presque 4 ans que j'exerce en tant que conseillère en insertion. Donc, je commence à avoir le recul nécessaire et puis de par les personnes que j'ai rencontrées et que j'ai accompagnées, il n'y a pas de voie toute tracée, toute écrite. Maintenant, si je prends mon parcours, c'est sûr, je recommande déjà des formations en alternance. Ça, c'est vraiment le point que je recommanderais aujourd'hui. Si un jour j'ai des enfants et qui veulent faire des études après le bac, déjà je ne ferais pas partie de ces personnes qui diraient non, un CAP, un bac pro, c'est pas assez bien. Du moment qu'ils sont en contrat d'apprentissage et du moment que la personne s'épanouit surtout dans ce qu'elle fait, c'est ça qui est vachement important. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, parce que de toute façon, ce podcast-là, je pense que je vais un peu plus l'affirmer que d'habitude. Je t'avouerai que d'expérience, je crois que le cursus professionnel est beaucoup plus intéressant que le cursus classique, Je suis d'accord avec général, parce qu'en fait, tu pratiques ton métier, le métier que tu vas faire, c'est du concret en fait. Il n'y a pas de peut-être, ou il y a pas de métaphysique, tu te demandes pas si tu pourras appliquer ce que tu as appris dans un métier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu te fais moins chier parce que tu te contentes pas d'écouter ce que quelqu'un te dit pendant 2 heures ou 3. Et dernière chose, le stage est obligatoire. Donc, ça te force à chercher du taf, en quelque sorte, beaucoup plus tôt que quand tu suis un cursus général, sauf erreur de ma part. Tu as totalement raison. Ensuite, le parcours en alternance, je le recommanderais moi aussi, puisque je me suis rendu compte que les potes qui avaient accompli, ou plutôt qui avaient réussi leur diplôme via l'alternance plutôt que le cursus professionnel classique, c'est-à-dire tu es à l'école la plupart du temps et 2 mois dans l'année tu es en stage. Eux, ils ont trouvé du taf beaucoup plus rapidement que moi et ils étaient dans la vie active beaucoup plus vite que moi. Donc là aussi, je te rejoins. Ce qui va être intéressant durant ce podcast, c'est savoir, sorti du collège, et même avant, juste avant, durant l'année de troisième, qu'est-ce que tu fais pour prendre une bonne direction? C'est plus compliqué. Sorti du collège ou du lycée, si tu sors, le système de l'éducation nationale, il est mal fichu. J'y ai bossé dedans pendant 2 ans, je parle d'expérience. Et pas tout le monde est fait pour le système de l'éducation nationale tel qu'il est conçu aujourd'hui. On n'est pas tous faits pour ça, et c'est pas pour autant que quelqu'un qui ne réussit pas à valider de diplôme en état d'éducation nationale, si par la suite il entreprend une formation qualifiante professionnalisante, qu'il ne réussira pas. Mais le problème, c'est que le système de l'éducation nationale, aujourd'hui, il te casse un peu. C'est que si tu vas pas en filière générale, si tu vas pas à la fac, machin, si tu choisis pas les voies royales, c'est pas bon.
Et ça, déjà, il faudrait déjà commencer à déconstruire ça. Ça serait le premier problème, il vient de là. Après, une fois qu'on est sorti du système de l'éducation nationale, tout n'est pas perdu. C'est pas parce qu'on sort de l'éducation nationale qu'on n'aura plus de chance de se qualifier, de réentreprendre un parcours ou de chercher du boulot. C'est pas vrai. Après, faut-il seulement s'adresser aux bons interlocuteurs et surtout ne pas se dire que ça se fera en 2 mois. Voilà. Je pense déjà, ça, c'est des trucs, c'est des points importants à savoir, de base. J'ai envie de dire que c'est bien ce que tu dis, mais il nous faut du concret. Moi, ce que j'aurais changé au moins la dernière année de collège, c'est si j'avais eu l'info, j'aurais cherché des lycées autour de moi. J'aurais cherché à faire les portes ouvertes des lycées autour de moi. J'aurais cherché à savoir s'il y avait une filière qui m'intéresse, informatique ou programmation, quelque chose qui m'aurait rapproché du développement de jeux vidéo. Et pareil au lycée, si j'étais pas certain, mais de toute façon, bon, je vais continuer. Si j'étais pas certain de pouvoir continuer dans le lycée où je suis, si j'avais été malin, j'aurais cherché à trouver un lycée où je peux continuer mon cursus ou trouver un lycée avec un meilleur taux de réussite, tout ça. Je me serais intéressé à tout ça si j'avais su que c'était intéressant de le savoir. Donc concrètement, moi j'aurais recommandé que les gens, les jeunes, les étudiants s'intéressent à beaucoup plus que ce qui est juste au bout de leur nez. Et encore mieux, si tu es au lycée ou au collège, que tu te laisses vivre, t'es concentré sur être populaire, baiser des meufs ou être la meuf la plus jolie ou la clique la plus machin. Une fois que t'as fait ça pendant la majeure partie de l'année, donne-toi 1 ou 2 mois avant les examens de fin d'année pour pouvoir t'informer. Alors excuse-moi, tu respires comme Dark Vador. Faut que tu t'écartes un peu du micro. Ouais, donc à un moment donné, il faut s'intéresser à ce qui se passe après là où t'es, quoi. D'ailleurs, il faudrait que je m'intéresse à ça aussi pour mon taf, mais faudrait s'intéresser à autre chose que là où t'es pendant que t'y es, que tu prépares ton départ vers le lycée ou que tu prépares ton départ vers la fac à un moment donné. Mais regarde, je vais te prendre mon parcours. Moi, quand je suis allée au lycée, donc bon, mes parents arrivaient en 3e, j'avais de bonnes notes, j'étais dans le peloton de tête, hein, j'étais dans les 10 premières de ma classe. Donc mes parents, quand je leur ai dit je vais faire un bac général, je vais faire un bac littéraire, mes parents m'ont dit il n'y a pas de souci, tu vas en seconde générale. Et d'autant que j'avais jamais redoublé. Enfin voilà quoi, parcours somme toute classique. Je dirais pas normal, classique. Bon, j'arrive au lycée. Le lycée a été les 3 pires années de ma vie. Quand même, il faut le dire. Pourquoi ? Ah, parce que ça a été la chute libre. Je me pensais bonne élève. Non, pas tant que ça. Et je me suis maintenue. Le truc qui m'a fait un peu sortir la tête de l'eau et qui a fait que j'ai tenu ces 3 années-là, très sincèrement, c'est le théâtre. C'est ce qui a fait que je me suis maintenue, que ma prof de lettres a cru en moi. Parce que c'est quand elle m'a vue, quand elle m'a entendu dire un texte et quand elle m'a vue sur scène, qu'elle a compris que c'était le moyen que j'avais de m'épanouir. Et c'est un moyen comme un autre, hein, mais voilà, ça a été ça le déclencheur de pas mal de choses. Mais voilà, les 3 années, elles se sont passées
pas dans la souffrance, mais un peu... enfin, c'était très loin d'être génial. J'étais pas super bien dans ma peau. Et arrivé en terminale, de toute façon, deux choix s'offraient à moi. J'ai passé mon bac, où je rentrais à la fac faire de l'histoire, ce qui avait toujours été mon souhait. Hein, mon but à la base, c'était que je voulais être prof d'histoire. Et j'ai passé le concours d'entrée sur le diplôme d'état d'infirmière. Je savais pas. 17 ans et demi. Bon, j'ai préparé, donc la même année que je préparais le bac, j'ai préparé le concours d'entrée. J'ai pas eu l'écrit du concours d'entrée d'infirmière, mais bon, de toute façon, à 17 ans et demi, je pense que je me serais fait recaler à l'oral, hein, de toute façon, si j'avais passé la barrière de l'écrit. Et le bac, alors, franchement, à 17 ans et demi, je peux pas dire, et aujourd'hui, avec le recul, je l'ai pas bossé comme une malade, hein, soyons sérieux, et je me dois quand même de le reconnaître, hein, je me suis pas foulée. Je me suis retrouvée au rattrapage pour 28 points, et je me suis dit, plus jamais ça. Je savais que je rentrais à la fac, hein. À l'époque, c'était en 2004. Il n'y avait pas tout le système que les lycéens connaissent aujourd'hui, APB et le reste. Je savais que je rentrais à la fac, mais je me suis dit, bon, donne-toi à fond, passe le rattrapage et va à la fac. Mon truc, c'était de sortir du lycée. Bon, j'ai été au rattrapage et je suis sortie de la première épreuve et je savais que j'avais le bac. Donc j'étais plutôt contente. La fac, après, ça a été la grosse révélation. J'ai kiffé ma vie pendant 5 ans parce que je faisais quelque chose que j'aimais. J'ai eu la chance et mon orientation, mes parents ne m'ont jamais dit quoi faire. Hein. Alors ça aussi, c'est un truc quand même à savoir. Contrairement à ma sœur, qui a dû... C'est mon père qui a choisi son BEP CAP. Moi, pour le coup, mes parents, ils s'en sont jamais mêlés. Hein. Je savais ce que je voulais faire. Et pendant 5 ans, mais qu'est-ce que je me suis éclatée. Ça a été, mais j'étais tranquille, j'étais dans mon monde, rien ne pouvait m'atteindre. Mais parce que j'ai fait aussi des choses que j'aimais à la fac. J'avais cette liberté-là. Ok. C'est après que ça a été plus dur. Bon. Tu m'as perdu. Parce que je sais pas si c'est une tangente ou si tu vas nous ramener sur le sujet de préparer son parcours professionnel. J'étais persuadée de l'avoir préparé. En choisissant ce que j'aimais, j'étais persuadée de l'avoir préparé au mieux. Mais quand je suis sortie de la fac et quand le lendemain de ma remise de diplôme, j'ai atterri au Pôle emploi à Bastia et que je me suis retrouvée face à un gars qui m'a regardée et en me disant « Mais je vais rien pouvoir pour vous. Vous êtes incasable. Vous avez trop de diplômes. On ne voudra pas assez vous payer et vous n'avez pas assez d'expérience. Donc, ça va être compliqué. » Alors, tu sais, comme ça te motive quand la veille et tout, tu étais encore belle, intelligente. La fac, on te dit qu'on attend que toi sur le marché du travail. Tu sortiras avec un cerveau et tout. Ouais, on n'attendait que moi. Bon, j'ai essayé de faire un nœud avec tout ça. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu essaies de me faire comprendre, c'est que tu aurais préféré faire de l'alternance. Oui. Parce que aller jusqu'à l'université, c'était te tirer une balle dans le pied. Ben ouais, finalement, oui. Ok. Et bien que j'avais choisi à la base. Et tu m'as tué là, franchement, j'arrivais pas à suivre. Mais ok.
J'avoue que j'aurais su, moi aussi, j'aurais tenté en alternance. Ça m'a servi, ça m'a beaucoup servi le bac pro et de façon plus ou moins classique parce que euh, en étant du Rézé et proche de Pointe-à-Pitre, je fréquentais des gens qui étaient plutôt sains d'esprit. Si tu, euh, si tu écartes les gens qui voulaient me braquer, me tabasser ou juste être con avec moi. Dans la mesure où j'ai découvert les cas sociaux, j'ai découvert que chercher du travail c'était dur, j'ai découvert que euh, les diplômes suffisent pas. Tout ça, je l'ai appris en me faisant gentiment pousser dehors quand j'étais au collège, quand j'ai été dans le premier lycée et quand je me suis encore fait pousser vers la porte de ce lycée-là pour aller chercher mon bac dans un autre. Donc ouais, j'aurais pu passer par l'alternance, je l'aurais fait. Enfin, c'est pas que je pouvais pas, j'aurais su que je pouvais, j'aurais su que c'était pas si compliqué que ça, j'aurais su que les entreprises ont plutôt intérêt à prendre des gens en alternance puisque c'est pas du labeur gratuit, mais tu as une main-d'œuvre qui te coûte moins cher que si tu apprenais en CDD ou CDI. Euh, ouais, j'aurais tenté le coup, j'aurais essayé de tirer parti du truc au maximum. Malheureusement, j'ai pas été suffisamment informé, j'ai pas été suffisamment curieux pour m'informer moi-même. Donc, ben, j'ai l'impression que euh, le message qui est au cœur de notre échange là, c'est que l'alternance, c'est un bon tremplin, quoi. Donc toi, maintenant qu'on sait ce que tu aurais changé à ton parcours et ce que j'aurais changé au mien, toi qui reçois des jeunes tous les jours, c'est quoi le problème principal? En dehors des trucs qui sont pas maîtrisés ou maîtrisables, genre les parents qui te battent, te violent ou te foutent dehors, les gens qui, les gens qui ont pas d'excuses, on va dire, les gens qui n'ont pas de circonstances atténuantes ou de trauma, les gens qui viennent dans ton bureau, qui sont juste paumés, qui savent pas quoi faire de leur vie, qui ont pas suivi à l'école ou autre. Le problème principal, le truc qui fait que ces gens-là atterrissent dans ton bureau, c'est quoi? Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont jamais. euh, Ils ont été passifs dans leur parcours. C'est toujours les parents qui ont choisi pour eux. Et total, ils se retrouvent en fin de parcours scolaire, puisque nous, de toute façon, on gère les personnes qui n'ont plus de situation ou auprès de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Donc, ils ont toujours choisi leur parcours d'enseignement par le biais de leurs parents. C'est leurs parents qui ont choisi pour eux. Et au final, ils se retrouvent sans... ou ils n'ont pas validé le diplôme, ou ils l'ont validé, mais ils arrivent et ils nous disent, ben moi, tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas bosser là-dedans. Après, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je ne veux pas bosser là-dedans. Donc, ils suivent un cursus qui les intéresse pas, et Sur lorsque la c'est déjà pression, fini, sur beaucoup de pression familiale. lorsque c'est déjà fini, j'ai pas envie de faire ce pourquoi j'ai été formé. Tout à fait. Et toi, tu aides les gens comment? Déjà, le gros du boulot, c'est leur faire comprendre que c'est pas à moi de choisir pour eux ce qu'ils vont faire. Ah, parce qu'ils arrivent dans ton bureau avec le même problème en fait. C'est ça. Ils ont rien Tout à appris fait. de. Ils n'ont rien appris, c'est qu'ils me demandent de choisir pour eux. En fait, ils te demandent de faire le truc qui les a foutus dans la situation dans laquelle ils sont. Exactement. Et ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'on n'est pas là déjà à la base. Un conseiller en insertion professionnelle, il n'est pas là pour choisir pour toi. C'est pas le conseiller en insertion qui va dire qu'il y a une boule de cristal et qui dit ah toi je te vois bien être jardinier. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ils reproduisent. Déjà, ils sont conditionnés pour ça. Et ils reproduisent. Et la première attente, c'est je suis paumé, choisissez pour moi. Non, c'est pas ça mon métier.
Et tu aides comment à partir de là? Une fois que tu as constaté que la personne veut boucler, enfin recommencer un cycle de ce qu'il a foutu dans la situation où il est maintenant. Alors, déjà, je fais comprendre à la personne, je leur dis voilà, moi, je vais vous coller. On a une offre de service, on a des choses à vous proposer. Je vais vous dire, allez, vous partez sur ça. Est-ce que c'est vraiment constructif si je vous impose quelque chose et que vous revenez 2 mois après en me disant, je finis pas, ça m'a rien apporté? C'est pas le but. Le but, déjà, c'est que la personne, elle comprenne pourquoi je l'envoie sur une action, pourquoi je l'envoie faire quelque chose, pour que ça prenne sens. Déjà, il faut que les actions, elles prennent sens pour les gens. Et c'est assez compliqué. Parce que quelqu'un qui est dans l'immédiateté, c'est le cas des 3/4 des personnes que je reçois, c'est je veux tout de suite. Je passe les portes de la mission locale et voilà, j'arrive à quelque chose. Donc, excuse-moi. Donc, en fait, tu as des gens qui pensent qu'ils arrivent au bureau de la mission locale et ils ont une solution à leur problème, quoi. Ah oui, j'ai des solutions, j'ai des employeurs cachés dans mes tiroirs que je montre pas. C'est le cas de beaucoup de jeunes, mais j'en rigole. Moi, je leur pose la chose de façon assez simple. Je leur dis, qu'est-ce que vous préférez, que je choisisse pour vous ou que je vous donne les moyens de choisir et d'aller au bout pour faire quelque chose qui vous plaît? Et après, c'est sûr que c'est pas en un mois, c'est pas en une semaine que ça se fait. Ça prend du temps. Mais généralement, on peut arriver à des résultats. Ok. Bon. Disons que... désolé pour le bruit. Disons que t'as un jeune qui arrive, machin chouette. Bon, tu as passé l'étape où il te demande de choisir pour lui. Et toi, tu vas faire quoi pour l'aider? Concrètement. Il se passe quoi quand il est dans ton bureau et qu'il a compris que c'est à lui de faire... c'est à lui de chercher ce qu'il veut faire? Alors après, j'ai une offre de service. J'ai des outils à lui proposer. Je propose, hein. J'impose pas. Je propose en expliquant ce que ça va déclencher derrière. Attends. On n'embraye pas. Tu proposes quoi? Pas mal de choses, des stages, des enquêtes métiers. C'est quoi une enquête métier? Alors, une enquête métier, c'est quand vous construisez un questionnaire pour aller justement questionner les professionnels et après prendre des rendez-vous et questionner les professionnels pour s'apercevoir, alors, est-ce que ma réalité du métier, faire un jeu de miroir en fait. Est-ce que ma réalité du métier, c'est la bonne? Ou est-ce que, en me confrontant aux professionnels, je m'aperçois que je suis à des milliards de kilomètres de ce que je pensais? Donc, ça s'appelle travailler le principe de réalité. Donc la meuf, il vient, moi je veux faire assistante parce que j'aime les enfants. Tu l'envoies faire ça pour qu'elle elle réalise que s'occuper des enfants, c'est pas seulement quand ils sont propres, quoi. C'est ça. Ok. Ok, ça c'est un des outils que tu as pour aider le jeune à trouver sa vocation. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Donc des stages. Les stages. Aussi donc les pour contrats voir, de stage. pour voir si effectivement sur le terrain, directement, si en application, si c'est vraiment bien le métier qui correspond. T'as beaucoup de jeunes qui te disent j'ai envie de faire le questionnaire ou le stage? Alors, c'est pas j'ai envie. Non, mais est-ce qu'ils viennent vers toi en disant c'est un truc que j'ai envie de faire? Donc tu leur proposes. Je dois proposer, leur faire comprendre l'intérêt. Voilà, et leur faire comprendre à quoi ça va servir. Ok.
Donc, en dehors, enfin, bon, disons que tu as fait ton questionnaire, tu réalises que le travail t'intéresse toujours. Tu vas lui proposer le financement d'une formation ou tu vas lui dire qu'il devrait chercher une formation. Alors, déjà, voilà, le fait d'aller questionner les professionnels, surtout sur certains secteurs, on voit bien qu'il y a des qualifications qui sont demandées, qui sont obligatoires. On parlait du CAP petite enfance tout à l'heure, parce que les jeunes filles, elles aiment beaucoup les enfants, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, quand on veut travailler dans la petite enfance, c'est le minimum qui est demandé. À ce moment-là, une fois que l'enquête métier est réalisée, qu'il y a dans le meilleur des cas un stage qui en a suivi, moi, c'est sûr que ça me donne des éléments, et je l'ai expliqué avant, pour faire une demande de financement sur la formation. D'accord. Si le jeune veut aller en formation. Après, je force personne à retourner en formation. Ok. Donc, dans le cas où il a trouvé un truc qui l'intéresse, peut-être que tu vas pouvoir financer une formation. Ouais. Si c'est pas un truc genre BTS. Mais. Et il y a des BTS financés. Je peux aider aussi sur les BTS. Bon, donc voilà. Donc vous n'êtes pas limité. Enfin, vous êtes limité, mais vous pouvez envoyer quelqu'un Enfin, vous pouvez envoyer quelqu'un en formation et il peut revenir qualifié pour le job qu'il veut, quoi. Ah oui, tout à fait. Donc dans le cas de la personne qui sait ce qu'elle veut après un stage ou un questionnaire, il y a cette option-là. Dans le cas de la personne qui se rend compte que le métier qu'il imaginait, en vrai, c'est pas du tout comme dans sa tête, on rince et on répète le processus, stage et questionnaire. Non, alors oui, oui et non. Il y a les remises à niveau qui sont là pour ça. Avec, Pour aider à faire un choix ou se remettre en eh perspective. ben, le cycle est plus long. Ouais. Et on peut découvrir plusieurs secteurs d'activité. Ah, d'accord, ok. C'est un cycle qui est programmé avec des étapes qui durent en général 3 à 4 mois et qui sont prolongeables aux besoins de l'avancée et aux besoins du parcours. Et là, il y a plusieurs cycles de stage qui sont prévus et on ne se cantonne pas forcément à un seul secteur d'activité. On peut en découvrir plusieurs. Et c'est ça, c'est ce qu'il y a de bien avec les remises à niveau. Et en même temps, on reprend un peu ses savoirs de base avant de rentrer en formation. Ouais, la remise à niveau a ceci près l'avantage, donc c'est à la fois les stages, mais aussi le point sur les savoirs de base. Quand tu veux, à un moment donné, reprendre une formation et que tu as arrêté les cours, il y a déjà un petit paquet de temps, c'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Et ton cerveau, il a plus les automatismes que tu avais quand tu étais en cours, d'apprentissage que quand tu étais en cours. Et du coup, ça aide, je dirais, de façon moins violente la reprise. Ok. Donc, on a discuté de ce qu'on peut faire, de quelle direction on peut prendre, sortant du collège, sortant du lycée. Clairement, le meilleur parcours, c'est l'alternance. Si tu t'es quand même croûté, tu as accès à la mission locale, qui est un peu plus pédagogue que le Pôle emploi, puisque le Pôle emploi, on te conseille pas, on te parle pas vraiment, on te dit, bon, t'as raté ta vie, voici le job que je peux te proposer, et si tu refuses un certain nombre de jobs, au bout d'un moment, t'as plus tes acédiques. Alors, déjà, bon, moi, le Pôle emploi, j'en ai pas de super souvenirs. Hein. J'ai été à la fois du côté bénéficiaire et à la fois du côté accueillant. Déjà, il faut sortir du schéma que le Pôle emploi est là pour t'aider à trouver du boulot. Moi, c'est ce que j'ai su que trop tard. Le Pôle emploi, à la base, il est là pour répertorier les chômeurs. Ah, Déjà, ça fait baisser les attentes. effectivement. Parce que quand tu sais que la première mission du Pôle emploi, c'est celle-là, déjà, tu te dis moins,
putain, le conseiller, il sert à rien, quoi. Non, il fait pile son job en fait. Voilà, il est là pour répertorier les chômeurs. Alors après, maintenant, effectivement, depuis très peu de temps, ils ont de nouvelles directives et ils sont censés faire de l'accompagnement à l'emploi, Mhm. mais c'est pas leur première mission au Pôle emploi. Déjà, ça fait un petit peu baisser les attentes. Moi, personnellement, j'ai eu ce cliché-là en me disant, ouais, le Pôle emploi, il sert à rien. Mais quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais, mais j'aurais su ça plus tôt, peut-être que j'aurais un peu moins gueulé. Ah ouais, moi je me rappelle que ma formatrice, j'aurais aimé me rappeler son nom là tout de suite. Ma formatrice me disait, le pôle emploi, si t'aides à trouver du boulot, ça se saurait. Mais en fait, elle, sur moi, elle savait ce que tu viens de me dire là en fait. Certainement. Bon, donc, on sait que le pôle emploi, c'est pas une destination de rêve. Donc, la mission locale, c'est plus intéressant, c'est bien compris. Mais bon, vaut mieux ne pas avoir besoin de la mission locale, quoi. Donc, disons que tu as épuisé le collège, le lycée et l'université. Concrètement, ce qui te reste à faire là, c'est la technique que tu m'avais donnée, c'est chercher autour de moi les entreprises qui ont une activité en rapport avec le métier que je veux faire. Donc, si tu n'as pas de diplôme, tu vas chercher un stage avec l'aide de la mission locale dans à peu près toutes les entreprises pour te faire un minimum d'expérience. Si tu ouvres des droits à la formation, à la mission locale ou au Pôle emploi, tu diriges, tu aides le Pôle emploi ou la mission locale à savoir sur quelle session t'envoyer. Et si t'as pas accès aux formations, euh, faut que tu te sortes les doigts pour trouver un taf, quoi. Alors, tout le monde a accès à la formation. Ok. La formation, on y a accès n'importe quand. Euh, Toute personne, salariée ou non, a le droit de se former tout au long de sa vie. Ouais, mais je veux pas, c'est pas gratuit, quoi. Alors, c'est pas gratuit. Alors après, tu as plusieurs opportunités. Tu as ou des financements État, Ouais. ou si tu as déjà un peu bossé, tu ouvres ce qu'on appelle du droit individuel à la formation, l'ancien DIF, qui aujourd'hui s'appelle le compte personnel de formation. Alors, je ressens la discussion. On- on- pour rappel, sans vouloir t'offenser, on reparle d'un Narawak dans la ville. Donc, c'est pas juste moi, mais je vais te parler du contexte dans lequel je fais ce podcast. La plupart des gens que je connais se sont arrêtés au bac. La plupart des gens, enfin, la plupart des gens que je connais sont arrivés jusqu'au bac. La plupart des gens que je connais ont eu leur BEP. Et parmi ces gens-là, je connais très peu de personnes qui ont trouvé du travail, juste après leur diplôme. Donc le but ici, c'est d'indiquer concrètement comment tu accèdes à l'emploi en partant de ça. Je rappelle que l'oisiveté en Guadeloupe, c'est quelque chose qui génère des vocations. Vocation en tant que dealer de drogue, guetteur, euh, braqueur, voleur, visiteur d'appartement, etc., etc. Donc, pour éviter d'arriver jusque-là, ce que tu peux faire, c'est première chose. Bosser quand t'es à l'école, niquer des meufs le week-end. Euh, en partant de l'école. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux chercher autour de toi les écoles qui vont t'aider à aller enfin, qui vont t'amener à ton but, si tu as une perspective d'avenir. Si t'as pas ça, si tu ne fais pas ça, tu as une autre option, c'est l'alternance. Mais c'est pas à la portée de tous. Il y a un aspect financier non négligeable pour les centres de formation. Les centres de formation que j'ai vus, pardon, j'ai des rototos. Les centres de formation que j'ai vus me facturaient 5 000 € l'année, que j'avais pas.
Mais c'est ton employeur qui paye dans le cas de l'alternance. Fallait avancer les sous à l'alternance. Je sais pas comment ça se passe, mais il y avait des sous affiliés à l'inscription. Que ce soit Supinfo ou que ce soit le truc qui avait pas loin de Bergevin. Bref, on s'en branle. Donc, j'avais pas accès à l'alternance simplement et j'avais pas accès à l'éducation simplement. Ces deux choses-là, je pense que j'y avais pas accès parce que j'étais pas informé. Donc, notre mission, si nous l'acceptons, mademoiselle Paul, c'est d'informer non pas sur des principes, mais sur des choses concrètes. Donc concrètement, on veut de l'alternance et on veut chercher du taf. Donc si tu as fait ton alternance, que tu n'as pas de taf, comment tu cherches du taf? Les entreprises autour de toi, tu postules 2 fois par jour, tu cibles bien, tu fais bien ton mail ou ton courrier et tu postules. Donc on va rentrer dans les détails du postulat sur un autre podcast, c'est-à-dire, bon, on va pas rentrer dans les formules de politesse, mais tout ce qui t'amène jusqu'au postulat. Mais concrètement, sorti du collège, faudrait que tu essaies de faire de l'alternance. Si tu fais pas de l'alternance, faudrait que tu essaies de trouver un lycée qui va t'accueillir et te proposer une formation qui t'intéresse. Disons que tu as trouvé ton lycée. Maintenant que tu es au lycée, il faudrait que tu penses à l'alternance après ou pendant. Ou... Bref, il faut que tu te sortes les doigts pour que tu t'informes sur ce qui est à ta disposition ou pas. Faudrait aller à la mission locale avant d'en avoir besoin. Presque. Voilà. Donc ça, c'est du concret. Bon, maintenant que tu... Maintenant qu'on sait à peu près comment la mission locale, l'école et le lycée fonctionnent, ce qui va nous intéresser là maintenant, c'est ce que tu peux faire vraiment. Tu peux pas compter sur la mission locale pour te trouver du travail. Tu peux pas compter sur le pôle emploi pour te trouver du travail. Donc, comment tu fais? Alors, la, la principale mission que j'ai, Mhm. c'est d'aider à donner des clés pour Mhm. trouver du travail. Tu armes les gens pour qu'ils Voilà. puissent chercher du travail. Déjà, il faut arrêter de penser que quand on pousse les portes de la mission locale, que le conseiller, il est là pour trouver du travail. Non. Le conseiller, il est là pour donner, voilà, effectivement, comme tu dis, j'arme les gens. Je suis pas là, j'ai pas l'employeur caché dans mon tiroir et je suis pas là pour dire, voilà, là, tel endroit va à tel endroit, tu auras ton poste. Alors là encore, je vais devoir t'arrêter parce qu'on est en train de philosopher. Concrètement, ce que tu fais, c'est ce qui a été fait avec moi. Donc, moi, j'avais un plan. J'ai bien travaillé dans l'informatique, sauf que je sais pas postuler, je sais pas chercher du travail, je sais pas me présenter en entretien. Donc, ce qu'on m'a appris, c'est que j'avais pas besoin d'être sexy chocolat. Ce dont j'avais besoin, c'est des chaussures en cuir à cirer, un jean qui soit pas baggy et une chemise habillée Célio, un truc à 15 euros. Moi j'ai les cheveux longs, il fallait que je sois présentable, donc que je m'attache les cheveux, si possible mettre du gel pour que ce soit sexy. Point trait. Après, t'as des trucs à proscrire, genre les bijoux, ou sinon très peu. Pas de signes religieux parce que ça peut être discriminatoire, ceci, cela, on sait jamais, tu sais pas qui t'est en face de toi. Donc ça, concrètement, comment tu te présentes quand tu as un entretien? Mais comment tu fais pour obtenir un entretien? Moi, j'ai bénéficié de tes conseils, donc euh, j'ai bénéficié de l'outil Compass aussi. Je sais pas si c'est en libre accès. Je crois que si. Oui, Compass, tout à c'est en fait. libre accès sur Internet. T'as société.com, t'as d'autres sites comme ça où tu peux chercher des entreprises par rapport à ton code postal, par exemple, et cibler celles qui vont faire de l'informatique dans mon cas. Euh, donc je faisais ça, et en plus, j'allais voir sur le Pôle emploi
Et j'allais voir sur les sites axés sur les nouvelles technologies, genre lesjeudis.com ou .fr. Et il y avait un site qui était vraiment bien, qui m'envoie encore des offres, c'est Kappa, QAPA, qui envoie des mails ciblés quotidiennement sur des offres d'emploi qui pourraient intéresser. Donc concrètement, les choses à faire, c'est ça. Si tu veux obtenir un entretien d'embauche, première chose, faut te préparer pour le jour où tu en auras un, c'est-à-dire avoir la garde-robe pour. Si tu peux avoir une veste, tant mieux. Si tu peux pas, chemise, chemise ajustée, jean ajusté et des chaussures sexy qui font habiller. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Faut au moins avoir ça dans ta garde-robe. Deuxième chose, chercher du taf intelligemment, donc avec les outils que tu as à ta disposition, donc Internet. Et troisième étape, comment tu arrives en entretien. Ça, c'est le truc, c'est une information dont j'ai bénéficié, non, une information que j'ai eue en bénéficiant de stages dans la cellule, comment ça s'appelle? Le recrutement. La cellule de Alors ça, recrutement c'est de la propre mission à... locale. Alors ça, c'est propre à Marseille. Bon, Il ben, n'y en a pas ailleurs. tant mieux pour moi, mais j'ai pu bénéficier de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai appris là-bas? J'ai appris comment j'étais perçu. Moi, je pensais que j'étais sûr de moi, on me voyait comme hautain. Je pensais que j'étais sûr de ce que je disais, et là aussi, on avait l'impression que je me positionnais en tant que hautain, quoi. Bref, pour faire simple, quel que soit ce que je faisais, on avait l'impression que j'étais hautain. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'avais l'air hautain? Je ne saurais pas s'il n'y a pas quelque chose de drôle. On penserait que c'est logique, mais en fait, non. Quand tu renvoies les gens quand tu renvoies leur hypocrisie aux gens qui te regardent, ça les fout mal à l'aise. Donc, il faut jouer un peu le jeu. C'est un peu un truc de séduction. C'est un peu comme quand tu essaies de te rapprocher d'une femme ou quand une femme essaie de séduire un homme. Même si côté femme, il n'y a aucun effort de faire. C'est juste des battements de cils, mais bon. Tu dois jouer le jeu. Elle te raconte des conneries qui n'intéressent pas. Oui, le fard à paupières, gna gna gna. Bref, on s'en branle. Donc, tu dois jouer le jeu. On te dit des conneries, tu dois faire semblant. Et presque moi, dans mon cas, parce que j'étais un cas tellement... pour moi, c'était noir et blanc, quoi. Si c'est drôle, je rigole. Si c'est pas drôle, je rigole pas. Moi, presque, fallait que je rentre dans un bureau en faisant du moonwalk pour qu'on comprenne que je suis pas un assassin, quoi. Et comment je me suis rendu compte que ce qu'on me disait était vrai, c'est quand on a fait un entretien filmé et qu'en fait, quand je regardais la personne à qui je parlais, je voyais que mon regard était tellement sérieux que presque ça faisait sociopathe, quoi. Moi, je vais en entretien en partant du principe que c'est quelque chose d'important et qui va changer ma vie, et on me dit justement, parce que tu es... En fait, j'étais intense. C'est même pas que j'avais l'air d'un sociopathe, j'étais intense. Mais là aussi, là, c'est ce que tu avais toi à travailler. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut faire comme moi ou justement l'inverse de moi. Ce que Pas je veux tout dire, le monde c'est... a ça à travailler. Ce que je veux dire, c'est... Regarde-toi dans un miroir et pense à ce que tu fais, ce que tu dis. Donc, dans mon cas, j'étais plutôt définitif avec les informations que je donnais. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut rester souple. Dans ta façon d'être, dans ta façon de te comporter, dans ta façon de t'exprimer, tu dois rester souple. Donc, tu vas à l'entretien pour séduire. Tu vas pas à l'entretien pour que le gars coche des cases sur ton CV, en fait. Le premier prérequis à l'embauche, c'est ton CV. Est-ce que tu as été formé? Est-ce que tu as de l'expérience? Et la deuxième chose, c'est ton savoir-être, la personne que tu es. Parce qu'en fait, plus que tes compétences, on va embaucher une personne. Et toi qui vas candidater, toi qui vas postuler, tu dois te mettre dans la tête que
tu dois être vu comme quelqu'un de sympathique. Après, si t'es un enculé, bon, tu peux essayer d'être sympathique autant que tu veux, tu vas quand même te faire virer à la fin de la période d'essai. Mais tu auras au moins un mois de salaire, ma foi. Donc, le but, c'est de séduire. Comment tu séduis? Comment tu séduis déjà en étant pas trop tendu? Mhm, Parce que tu vois, toi-même, tu le dis, tu étais sérieux. Pour mhm. toi, il y avait un enjeu, mais l'enjeu, il était tellement important que ce que tu renvoyais à l'autre, c'était limite un blocage, quoi. Non. C'était... Clairement, on m'a dit que j'étais trop intense, que je devais me détendre. Si j'étais pas tendu, mais je prenais le truc au sérieux, quoi. Et la deuxième chose, c'est que j'avais l'air hautain quand j'arrêtais les gens sur Ben, des trucs un qu'ils truc tout maîtrisent pas. simple, un truc tout simple. Euh, un entretien de recrutement pour la personne qui est recrutée, c'est compliqué parce qu'elle a 30 minutes pour convaincre. Mm. Mais la personne qui recrute, elle a 30 minutes pour ne pas se planter. Et le problème, c'est que quand tu passes un entretien de recrutement, tu es persuadé que tu es en position de faiblesse. Or, non. C'est moi le premier truc que je dis aux personnes que j'accompagne avant qu'elles passent un entretien de recrutement, c'est dire désacraliser le truc. Ne vous dites pas c'est le recruteur qui est en force et moi qui dois m'aplatir. C'est pas ça. Le recruteur, croyez-moi, il a la pression, c'est qu'il a 30 minutes pour bien faire la part des choses et pour pas se planter, pour pas passer à côté de la personne qu'il lui faudrait. Excuse-moi, je vais devoir t'interrompre à nouveau. Euh, là, tu nous philosophes le truc d'un point de vue qui ne nous intéresse pas. Là, je te dis comment je fais pour séduire une femme et tu me dis sois toi-même, sois gentil, amène-lui des fleurs. C'est pas concret. La chose concrète, c'est mettre la personne qui est en face à l'aise en étant détendu, en dévoilant des aspects de sa personnalité sans pour autant être trop envahissant. Faut que tu puisses montrer à l'employeur ou la personne qui te fait passer l'entretien que tu es quelqu'un qui est sympathique, que tu es facile à vivre, que tu peux entendre les choses, que tu peux comprendre, tu peux essayer, tu peux faire l'effort de comprendre ce qu'on te dit. Moi, ce qui fait que ce qui fait que j'ai été embauché euh, à l'entreprise où je suis, puisque je suis pas sûr de devoir en parler, c'est que j'avais fait le stage, j'avais entendu tout ce qu'on m'avait dit et tout ce qu'on m'avait envoyé, et je me suis dit, bon, je vais être plus cool que d'habitude, et je vais essayer d'être souple. Donc j'ai passé l'entretien, les premières questions, c'était, ouais, enfin, on m'a posé des questions, mais c'était pour savoir comment je m'exprime, clairement. Le gars, il voulait savoir si je sais m'exprimer en français de façon intelligible et compréhensible. Donc, j'ai expliqué mon parcours. Ensuite, il voulait savoir au niveau technique ce que je sais. J'ai passé un petit test. Et ensuite, une fois qu'on avait fait ces deux trucs-là, le mec, il a envoyé deux, trois blagues. Il a essayé de voir comment je réagissais. Il a essayé de... Il est parti sur une tangente, me faire parler depuis quand je vis à Marseille, comment je vis à Marseille, ce que je fais depuis le temps, ceci, cela. Et je pense que il a dû entrevoir des aspects de ma personnalité que je savais pas que j'allais dévoiler pendant l'entretien. Et concrètement, pour aider les personnes qui vont nous entendre, je pense que c'est ces aspects-là de l'entretien dont il faut parler. Donc, effectivement, et c'est une information non négligeable, mais ça ne nous aide pas concrètement. Effectivement, Alors, le mec, il doit pas se planter. mais je peux pas te dire concrètement. Je donne un conseil concret quand j'ai une personne en face de moi. Je comprends. Mais Avec tout ce que ça englobe de la personnalité de la personne. Dans le vague, c'est compliqué. concrètement, on peut expliquer à quelqu'un euh, qui doit mettre la personne qui est en face de lui à l'aise.
qui doit faire comprendre à la personne qui est en face de lui que c'est pas quelqu'un de fermé. Par exemple, il y a des mecs à l'entreprise où je travaille euh, où tu peux pas bosser avec eux sans les forcer, sans leur casser les pieds ou sans appeler le supérieur. Et à l'entretien, comment tu fais pour faire comprendre que tu es pas cette personne-là? Ben, quand quelqu'un va te poser une question, va faire une supposition sur ton parcours, au lieu de faire comme moi j'aurais fait, arrêter le mec net pendant qu'il est en train de faire sa phrase, Ah oui, oui, ça c'est sûr que c'est de s'arrêter les gens net, oui, c'est sûr. tu fais, C'était pas bien perçu. au lieu de dire non, tu vas dire plutôt excusez-moi, oui, désolé de vous interrompre, mais en fait, c'est pas ça en fait. Ce qui s'est passé, c'est ça, ceci, cela. Il faut mettre les formes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, toi et moi, on a on a des repères différents, mais sur le savoir-vivre, on sait comment se comporter. Mais durant mes stages à la cellule de recrutement, j'ai rencontré un mec à 2 reprises. Le mec, il savait qu'il allait passer des entretiens simulés. Et il est 2 fois, le mec, il est venu en jogging, quoi. En Ah, jogging, ça s'appelle le faire exprès. en jogging avec les trucs écrits en chinois. Mais ce mec, c'est même pas qu'il le faisait. Je te jure que je suis sûr que le gars, il le faisait pas exprès. Le mec, quand tu regardais dans les yeux du gars, tu voyais que il était pas là avec toi, quoi. Le mec, il vivait dans sa bulle. Le mec, il cherche du travail et il s'est dit, je vais chercher du travail en survêt. Alors, à un moment donné, je reviens sur ce que je te disais il y a. Je t'ai parlé de ce qu'on appelle le principe de réalité. Hum, Il faut des fois, quelqu'un pour qu'il comprenne qu'il est dans l'erreur, il faut le laisser aller au mur. Moi, ça m'est arrivé, hein, de laisser des gens aller au crash. Parce que ils sont persuadés d'un truc, et toi-même, tu as eu ta phase principe de réalité. Il a fallu que tu expérimentes, tu es quand même resté un petit moment en recherche d'emploi, hum. et il a fallu que tu essuies quand même quelques refus pour comprendre à un moment donné que tu renvoyais quelque chose, et puis qu'on te le dise, et puis on te l'a montré concrètement. Que ce que tu renvoyais, c'était pas le bon truc. Et plusieurs fois, j'ai eu plusieurs cas où j'ai dû laisser les gens aller au plantage pour qu'ils reviennent me voir et qu'ils reviennent me dire ah non mais finalement effectivement j'ai voulu aller là-dessus, ça s'est passé comme ça. Après il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ont raison Hum. et il faut leur laisser mettre en pratique parce que quand on est persuadé qu'on a raison et qu'on veut rester là-dessus, bon ben très bien, faut te mettre en pratique et tu vois comment réagit un employeur. Et c'est à ce moment-là que la personne elle réalise que finalement elle n'avait pas si raison que ça. Bon, on va, on va rester sur les généralités, sinon on va pas avancer. Mais je vais faire une parenthèse. Dans mon cas, moi, j'ai pas su dès les premiers entretiens qu'est-ce qui allait pas, hein. Bah oui, la preuve, sinon ça n'aurait pas duré plus d'un an. Non, mais ce que je Près veux d'un dire, an. c'est que personne ne m'a dit ce qui allait pas. Il a fallu que j'aille au stage de la cellule de recrutement pour qu'on me le dise, hein. Alors après, quand on foire un entretien, il n'y a pas tous les employeurs qui le font, hein, mais et tous les demandeurs d'emploi, parce que c'est pas évident, mais tu peux demander à l'employeur ce qui n'a pas été dans ton entretien. C'est pas évident hein, à faire hein, comme démarche, hein, parce que ça veut dire se confronter, et il y a des personnes, le fait qu'on leur dise non mais ça va pas chez toi, ils peuvent pas l'entendre. J'avoue que j'ai même pas pensé à poser la question. Et ben oui, pour avancer, il faut déjà savoir ce qui n'a pas été. Ouais. Pour pouvoir avancer. Faut pouvoir. Après, j'entends que la démarche, elle n'est pas évidente. Hein, et je sais que je ne le préconise pas à tout le monde parce que pas tout le monde a le tempérament pour le faire. Mais c'est aussi un exercice intéressant. Il y a une fois où j'ai eu un retour sur un entretien. C'était l'entretien de Free, où j'ai été blacklisté d'ailleurs. Et j'ai demandé, mais pourquoi j'ai pas été retenu? Et on m'a dit que c'est parce que j'avais pas répondu aux questions. Or, j'avais répondu à toutes les questions. Et j'ai demandé s'il n'y avait pas autre chose. Et on m'a dit que non. Moi, ce que j'ai ressenti lors de cet entretien-là, c'est que il y avait un blocage sur le fait que
j'avais envie de d'abord commencer au bas de l'échelle et gravir les échelons. Mais à part ça, je sais pas ce qu'il y a eu comme problème, tu vois. Et le seul moment où on m'a dit ce qui va pas avec les entretiens, c'est à la cellule de recrutement avec la simulation vidéo. Donc là, je pouvais voir ce qui se passait sur mon visage. Et le stage avec le coach qui te disait... En fait, le mec, je me rappelle même plus de ce qu'il nous a appris, mais ce que je retiens, c'est que faut être cool, quoi. Et moi, faut être cool, faut être à l'aise pour prendre la parole et tout ça, mais moi, par rapport au fait que je fais de la musique, j'avais pas de souci à ce niveau-là. Le seul truc que je devais arranger, c'est mon visage. Parce que j'avais tellement l'habitude que mon visage soit adapté à mes sentiments, mes expressions faciales soient adaptées à mes sentiments, que tu me demandais de faire l'inverse. Tu me dis, tu vas passer un entretien qui va changer ta vie, prends-le au sérieux, mais sois souriant, mais ne sois pas trop sérieux au point où ça se voit sur ton... C'est des trucs, c'est contre-intuitif. Je sais même pas si ça se dit en français. Il y a des trucs, il faut qu'on te le dise, sinon tu sais pas que c'est une chose qui existe. Donc c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut dire du concret, même si tu peux pas rentrer dans les détails par rapport à la personnalité des gens. Il y a des principes de base. C'est comme... et je pense qu'au bout d'un moment, je dois faire un podcast sur les relations hommes-femmes. Mais c'est comme les relations hommes-femmes, il y a des principes de base qui s'appliquent à tout le monde. Après, dans le contexte de ta vie et de ton expérience, tu appliques comme tu dois, mais il y a des principes de base. Pour que tu puisses être avec une femme, il faut qu'elle soit confortable, il faut qu'elle se sente en sécurité, il faut y avoir du consentement, il faut y avoir de la légèreté et il faut qu'il y ait de la sécurité. Si tu n'as pas la sécurité, tu lis la situation ou l'échange avec l'homme comme creepy. Creepy, ça veut dire que tu vas manquer de sécurité, ça veut dire que tu vas pas passer de temps avec ce gars-là. Si tu te sens pas confortable avec ce gars-là, mais que tu sens que le mec peut être une menace par rapport au fait qu'il peut t'apporter la sécurité, ceci, cela, et qu'il y a de la légèreté dans l'air, tu peux te faire violer. De par le fait que physiquement le gars il t'apporte de la sécurité, mais ça peut se retourner contre toi aussi. Si tu as juste la sécurité et le confort, mais aucune légèreté, tu es avec un gars avec qui tu vas pas passer du temps parce que c'est pas quelqu'un qui est vivable. C'est quelqu'un qui est sérieux tout le temps ou un truc comme ça. Donc il y a des principes de base qui s'appliquent dans tous les cas. Pareil dans la recherche d'emploi. Dans l'échange que tu vas avoir avec l'employeur, il faut que tu le mettes à l'aise. Il faut que tu répondes aux questions. Et il faut que tu saches pas mener l'entretien puisque tu y participes, c'est pas toi qui mène le truc. Mais il faut savoir lire certains indices. Il faut savoir voir quand la personne attend quelque chose de toi et que tu lui as pas encore donné. Il n'y a rien qui t'empêche de poser la question. Je crois que je l'ai fait, moi, certaines fois. Je vais te prendre un truc tout bête. Si demain je reçois quelqu'un et que je vais lui dire voilà, pour l'entretien il faut faire ça, 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 il faut dire ça, 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 ça. La personne, elle va être là, elle va peut-être m'écouter, t'en sois pas enregistré. Si la personne que j'ai en face de moi elle me dit non mais moi j'ai l'habitude de faire comme ça, je vais faire comme ça. Tu le laisses faire. Je vais le laisser faire. Ouais, tu le laisses il y aura qu'en allant au mur, ou peut-être qu'en lui renvoyant que ce qu'elle a fait, toi regarde, la vidéo, quand tu t'es vu, ça, tu as eu une prise de conscience. Oui, j'ai vu que j'étais intense. Voilà, il a fallu que tu te vois. Mais il faut que... On me l'aurait dit, j'aurais compris, mais on me l'a pas dit. Non, mais il y a des gens, ce que tu comprends pas, c'est qu'on n'est pas là. Moi, j'ai pas la vérité. J'ai pas la Bible de l'entretien de recrutement. J'ai pas la Bible du CV. C'est pas. J'ai pas le sceau de la vérité. Mais c'est pas une science exacte. Mais il y a des principes de base. Autant d'accompagnement, autant de conseillers tu as, autant d'accompagnements différents tu auras. Et autant de jeunes je suis en accompagnement, autant j'ai de façons de fonctionner. Parce que tu fais en fonction du tempérament de la personne, tu fais en fonction de son caractère. Et
tu l'as dit toi-même, c'est l'expérimentation qui fait que il y a eu une prise de conscience. Ok. Après, tu as des gens, tu as beau leur répéter 50 fois, leur dire, tu fais ça, non mais ça va pas aller, ça va pas le faire, tu vas te planter. Les gens, s'ils n'ont pas envie de t'écouter, ils t'écoutent pas. Alors, moi, je te parle pas de ton métier, et je te parle pas de faire comprendre ton métier. Et là, le podcast, il n'est pas destiné à des personnes qui veulent rien faire, c'est le contraire. Donc, je reviens à ce que je dis depuis tout à l'heure, il y a des principes de base. Dans ton métier, il y a des choses que tu as apprises qui ne s'appliquent pas à tous les cas, mais les principes de base à la racine des choses qu'on t'a apprises, tu t'en sers tous les jours dans ton métier. Je vais faire encore plus simple. Est-ce que tu crois à l'étude du comportement humain? Oui et non. Ok. Est-ce que tu penses que ça existe, l'étude du comportement humain? Oui. Ok. Est-ce que tu penses que tous les êtres humains ont un comportement très différent les uns des autres? Faux. Pourquoi? Ok. Je vais répondre à la question. L'étude du comportement humain existe parce qu'il y a des similarités dans le comportement humain. Non pas par rapport au fait que tu es un être humain, mais par rapport à la culture et la société dans laquelle tu évolues. Parce que tu évolues dans la société française, tu as un idéal féminin identique pour tout le monde. Les femmes ne ressemblent pas toutes aux meufs qui sont en couverture de magazines. Mais la plupart d'entre vous veulent ressembler à des petits garçons en pleine famine. C'est ça le truc. Et parce que c'est un idéal pour vous, il y a des choses parmi vous qui vont vous rassembler, qui vont faire que vous vous ressemblez sur certains points de votre vie, mais ce qui va vous différencier, ce sont les détails de votre vie. Comment vous avez grandi, les expériences que vous avez eues. Donc à la base, tu es une femme et tu es comme toutes les autres femmes. Tu as une poitrine, tu as un vagin, tu as 2 poumons et un cœur. Les choses qui te différencient des autres femmes, ce sont les expériences de ta vie. Et bien, de la même façon qu'à la base de ta vie, tu es une femme, à la base des entretiens d'embauche, il y a des principes. L'employeur, il doit obtenir des informations qui le mettent à l'aise avec ton embauche. Savoir si tu es un sociopathe ou pas, savoir si tu as l'expérience et savoir si tu as les compétences. Il y a des questions. Je suis d'accord avec toi, mais la partie où on va savoir si tu es un sociopathe ou pas, c'est pas une science exacte. Mais il y a des principes. Les fondements de base qui sont valables pour tout le monde, c'est les questions. Après, la personnalité Après, tu as les personnes qui interagissent. Et c'est là que le changement se fait. Le principe de base, les fondements de base, ils sont sur les questions. Tu sais quoi, je viens de me rendre compte pourquoi on a tourné en boucle là-dessus. C'est parce qu'on n'a pas abordé la question de la préparation de l'entretien. Parce que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de retrouver des documents sur Internet sur les questions les plus posées en entretien, les questions qui sortent souvent en entretien. Et tu as des questions où tu comprends, une fois que tu as lu plusieurs questions, une fois que tu as lu plusieurs sites Internet et plusieurs groupements de questions souvent posées, tu comprends l'intention qu'il y a derrière la question. Donc, peut-être que plus que dire qu'il faut mettre les gens à l'aise, le plus intéressant pour les personnes qui vont nous écouter, ce sera de chercher sur Internet les questions qui sont le plus souvent posées dans le cadre de l'entretien d'embauche en informatique ou quoi, ou juste un entretien d'embauche classique, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les questions qui sont posées, en fait, elles s'appliquent à presque toutes les filières, sauf quand ça devient spécifique, quand on te pose des questions sur ce que tu as appris et tout. Mais en vrai, ce qui va faire si ton entretien se passe bien, et si tu peux répondre aux questions, et si tu peux mettre la personne en face de toi à l'aise, c'est si tu prépares ton entretien. Donc si tu sais à quoi quelle est la question quel est le but de la question
Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Le mec, il veut pas t'entendre lui dire à votre place. Il veut t'entendre lui dire que tu as une idée d'où tu veux être dans 5 ans. Si le mec te demande, je sais pas moi, pourquoi, ouais, Luc, c'est merde, je devrais peut-être pas dire son nom. Mon patron, quand il a embauché certains responsables de service, son kiff, c'était poser des questions. Pourquoi il y a différentes couleurs dans le logo de Google? Toi, toi dont c'est le métier, tu sais à peu près quel est le but de la question? Est-ce que tu peux l'expliquer? Ok. Ben, le but, c'est de voir comment tu réagis. Est-ce que tu vas rester à réfléchir pendant des heures alors que tu sais que tu connais pas la réponse? Ou est-ce que tu vas dire tout simplement, ben, je sais pas. Le but de la question, c'est de voir si tu paniques pour des conneries ou si tu réponds franchement. Est-ce que tu peux être un être humain normal ou est-ce que tu vas buter sur des trucs ridicules? Et une fois que tu as cherché ton groupement de questions, ta liste de questions les plus posées, machin chouette, tu prépares ton entretien, tu sais à peu près à quoi t'attendre quand la personne te pose la question et tu sais à peu près quelle réponse la personne attend. Donc, effectivement, tu peux pas dire aux gens dis ça d'ici, mais le principe de base, c'est ben ça, c'est vague, mais c'est mettre la personne à l'aise. Et comment tu fais? Ben, tu prépares tes questions, tu prépares ton entretien. Et faut savoir aussi, enfin bon, ça c'est la lettre de motivation et le CV, mais il faut savoir aussi pourquoi tu es allé à l'entrevue, pourquoi tu as postulé pour cette entreprise-là et pas une autre. Faut un peu, ben, c'est là où il y a un peu, c'est là où il y a le jeu de séduction en fait. C'est la première étape avant de parler de l'entretien, c'est avoir des outils efficients déjà pour te présenter à l'entreprise. Et pas arriver parce que tu as vu de la lumière derrière une porte et que tu te dis que ça pourrait être fun d'y rentrer. J'ai toujours adoré cette expression-là. Voilà. Pourquoi vous êtes là? Il y avait de la lumière. Je suis venu. Ça avait l'air bien. J'ai vu l'enseigne, c'était sexy. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Déjà, la première étape avant d'en arriver là, c'est déjà avoir des outils efficients. Mais déjà, faut-il comprendre qu'il te faut des outils efficients. Parce que t'as des gens qui sont résistants. Eh bah oui, ça existe. Oui. Faut-il comprendre qu'il te faut un outil qui soit facilement lisible. Et la première lecture d'un employeur sur un CV, c'est 20 secondes. Donc c'est quelque chose de visuel. Sur un CV, la première lecture, c'est j'ai les infos qu'il me faut, très bien, il passe le premier filtre. J'ai pas les infos qu'il me faut, il est jeté. D'ailleurs, c'est vrai. Ça, déjà, quand on comprend ça, c'est déjà pas mal. Faut qu'on en parle de ça. Le CV, le but, c'est pas de recenser tout ce que tu sais faire. C'est un premier filtre pour l'employeur pour savoir s'il va te donner ta chance en entretien ou pas. Donc, au lieu de faire un CV qui ressemble à un tableau de Picasso, vaut mieux faire un truc qui soit agréable au regard et que tout soit bien segmenté. Donc, les infos personnelles, le parcours scolaire, l'expérience professionnelle et puis les loisirs. Surtout, il faut pas se dire que la lettre de motivation et l'entretien seront une redite du CV. C'est pas intéressant, ça va, le CV, on l'a vu une fois. Il faut pas tout dévoiler, il faut garder un peu de son charme et de son mystère. Je reviens à l'analogie qui est complètement juste de la séduction homme-femme. Il faut garder sa part de mystère, il faut pas tout dire dans le CV. Un CV, c'est une carte d'identité professionnelle. Est-ce que sur une carte d'identité civile, on voit toutes les informations de la personne? Non. Le CV, c'est pareil. Le CV, il faut avoir des informations percutantes et 20 secondes, il faut être assez percutant pour qu'en 20 secondes, on se dise ah là, déjà, lui, il pourrait m'intéresser. Lui ou elle pourrait m'intéresser. Ouais. Donc ça, c'est pour le CV. Puis la lettre de motivation, ben, comme son nom l'indique, à un moment donné,
c'est pas ta motivation pour trouver du travail, c'est ta motivation pour avoir postulé à cette offre en particulier. Pourquoi tu as postulé à cette offre en particulier? D'abord, qui tu es, vite fait, ce que tu sais, ton parcours scolaire ou professionnel. Et ensuite, pourquoi tu as postulé sur cette offre et l'offre de cette entreprise. Qu'est-ce que tu sais de l'entreprise et du métier? Le principe de l'entonnoir. D'abord l'entreprise et après l'offre. La digression, elle serait plus pertinente comme ça. Évitez surtout de mettre « je suis motivé » dans la lettre de motivation. C'est une lapalissade. J'ai toujours trouvé ça délirant. Oui, mais je le vois encore et ça, je souffle généralement quand je vois ça. Je dis non, mais il vaut mieux être motivé quand on candidate. Hein. C'est un peu le principe de base. C'est comme si tu disais je suis vivant et je respire. Je suis vivant et je Donc, respire. mais ça se voit encore. Hein. Donc, plutôt que d'écrire 3 mots qui servent à rien. Mais moi, je vois, je suis motivé dans une lettre de motivation, j'ai plutôt envie de la jeter là. Je me dis, lui, bon, après, les lettres de motivation, moi, personnellement, c'est toujours un truc qui m'a passablement fait chier. N'ayons pas peur des mots. C'est appelé à disparaître, heureusement. Et c'est le dernier document qui est regardé. Mais quand c'est demandé, il faut pas torcher la chose. Et il faut pas sortir 50 fois la même lettre de motivation. Faut pas se dire j'en fais une, je la sors à toutes les sauces, quoi. Il faut la personnaliser à chaque fois. Faut avoir, oui, faut avoir une base et ensuite la personnaliser. Donc on a couvert le parcours scolaire, ce qu'on recommande, la recherche d'emploi et les aides dont on peut bénéficier à la mission locale au Pôle emploi. Concrètement, l'entretien, on n'a pas de vraie réponse. La seule chose qui peut vraiment aider, c'est préparer son entretien. Donc, cherchez des questions en rapport avec les entretiens. Si vous pouvez cibler les questions les plus posées en entretien informatique ou commerce ou autre chose, faites ça. Ensuite... Tu sais d'ailleurs que c'est une question qu'on te pose en entretien, qu'on te demande. Hein. On te dit, est-ce que vous avez préparé l'entretien? Et alors, dire non, eh ben non, il faut pas le dire parce que c'est pas je viens en touriste. Dire ben oui, comme tout entretien ça se prépare, mais voilà, je me suis informée sur l'entreprise, j'ai vraiment envie d'être là. Voilà, c'est quelque chose qui sera, ça fait partie du top 10 des questions posées en entretien. Et d'ailleurs, je me souviens que c'est comme les qualités et les défauts. Hein. Ah, celle-là, la question. Ouais, j'avoue, ça revient. C'est revenu à tous mes entretiens. Et je suis bien content que Muriel et toi m'ayez coaché pour ça parce que j'aurais pas préparé ces questions-là. Je me serais trouvé bien con. Surtout la question est-ce que vous avez préparé l'entretien? Et en fait, le gars. Alors, c'est quoi l'intérêt de la question? C'est pas de savoir si tu as préparé l'entretien ou pas. Enfin, il y a ça, mais. La personne, en fait, elle prépare le terrain pour te laisser la parole et lui dire ce que tu sais de l'entreprise, tes motivations et si ça t'intéresse vraiment de bosser avec elle, puisque si tu n'as pas préparé ton entretien, en fait, presque la personne, elle peut te dire, bon, excusez-moi, mais... Vous faites quoi, là? Ouais, rentre chez toi, quoi. Donc, concrètement, les entretiens, c'est le flou artistique. Mais en vrai, pour moi, il y a un principe de base. C'est mettre la personne qui est en face à l'aise et lui faire comprendre qu'elle ne fait pas une erreur en te recevant. Et comment tu fais ça concrètement? C'est en préparant les questions, en préparant l'entretien et en sachant le message que tu veux faire passer à la personne et en étant un acteur actif de l'entretien. Tu n'es pas là pour attendre ton tour pour parler, tu es là pour échanger avec la personne. Généralement, un entretien qui est réussi, c'est un entretien où, sur la fin, on n'est plus sur les jeux du question-réponse, on est sur l'échange, on est sur une discussion. Moi, j'ai su, quand j'ai été l'entretien où j'ai été recrutée, pour la structure sur laquelle je travaille, en sortant de l'entretien,
on a fini l'entretien sur le mode échange avec l'assistante du directeur des ressources humaines. Je savais qu'elle donnerait forcément un avis favorable à ma candidature. Je vais te donner mes expériences à moi. La plupart des entretiens que j'ai passés où j'ai pas été retenu, les premiers, de toute façon, il y a eu une progression. Les premiers, c'était question-réponse et sur la fin, on se détendait, mais il n'y avait pas vraiment eu d'échange. Sur la période où j'ai été briefé sur le fait que j'étais intense et que j'avais l'air trop sérieux, il y a eu des premiers échanges. Par exemple, sur l'entretien pour Electrodépôt, je me suis retrouvé à parler du MMA. Et je me suis même mis à freestyler parce que normalement en entretien, si tu parles de sport, tu dois parler de sport collectif. Et lorsque le mec m'a dit, ouais, mais vous me dites que ouais, travailler, machin, ceci, cela, et vous mettez en avant le MMA. J'ai dit, ouais, mais c'est un sport d'équipe. Mais comment ça? En fait, c'est l'équipe qui fait si vous vous améliorez ou pas. C'est en faisant du sparring avec plusieurs étudiants que tu deviens meilleur. C'est en prenant le même coup de poing sur le nez de façon différente que tu apprends à te protéger le visage. J'ai fait rigoler tout le monde, enfin les deux personnes que j'avais dans le bureau. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais appris quelque chose. J'avais appris à amener les gens là où je voulais. D'ailleurs, je crois que j'ai développé un petit peu mon sens de la répartie par rapport aux entretiens. C'est pas parce que on t'a posé une question qui te met en difficulté que tu peux pas chercher la vérité. Si tu as dit quelque chose, c'est que tu as une raison derrière. Il faut vite sortir le raisonnement avant que les gens soient mal à l'aise, quoi. Et c'est exactement comme quand tu parles avec une femme ou quand une femme parle avec un homme. Si jamais la meuf, elle te dit je sais pas moi, si tu dis un truc, si t'as mis ton pied dans ta bouche et que la meuf elle te le fait remarquer, faut vite expliquer d'où ça vient, Du quoi. moment qu'il y a un raisonnement derrière, tout se tient. Voilà. Il faut presque en arriver à mener le débat. Au-delà de la discussion, voilà, c'est quand on voit qu'on maîtrise, qu'on peut maîtriser. Il ne faut pas hésiter à reformuler les questions quand on ne les comprend pas. On est en situation de stress sur un entretien. Évidemment qu'il y a un enjeu. Et bien souvent, moi, quand j'ai assisté à des entretiens, les trois quarts des candidats n'hésitent pas, s'ils ne comprennent pas trop la question, à demander la reformulation. Et ça, c'est un tort. Parce qu'on reprochera. Il vaut mieux demander une reformulation Que répondre à côté. que répondre à côté. Ouais. Là, en revanche, répondre à côté, c'est carton rouge. Demander une reformulation, ça ne sera jamais reproché. Et pour finir sur les échanges, quand j'ai été recruté, en fait, la partie où on a testé mon expression orale, ça a duré 5 minutes. La partie où on a testé mes connaissances, ça a duré 10. Et l'entretien a duré 30 minutes. Donc on a plus passé de temps à échanger sur comment je me sentais à Marseille, comment je pensais venir au boulot, comment je voyais le métier d'outliner et tout, que des questions-réponses. Enfin, c'était vraiment pas un interrogatoire, quoi. C'était un échange. Donc, comment tu sais si tu as passé un bon entretien? C'est comme ça. Donc, l'entretien, on a vu... on a vu toutes les étapes de la recherche de l'emploi. Après, je suis pas sûr qu'on puisse rentrer dans le détail CV, lettre de motivation, sans d'exemples qu'on en puisse voir à l'œil. Donc, les gens, faut sortir les doigts, aller sur Internet pour ça. Je pense que les prochaines fois qu'on parlera durant un Arawak dans la ville, ce sera des sujets d'actualité. Peut-être qu'on ramènera le podcast au sujet de l'emploi par moment, par rapport aux actualités sur les lois de travail, etc. Mais je pense qu'on a couvert les bases sur comment te sortir de la merde quand tu sais pas trop comment faire. Donc les gens, vous n'êtes pas obligés de vendre de la drogue.
Vous n'êtes pas obligé de vendre de la chatte non plus. Vous pouvez vous en sortir comme tout le monde. C'est pas facile. Pour moi, ça a duré 1 an. Ça a duré 2 ans et demi pour moi, donc comme quoi. On n'est pas des cas désespérés. J'ai un pote dont je tairai le nom parce que je sais pas s'il est à l'aise avec moi, avec moi en train d'en parler, mais j'ai un pote. Il a travaillé très tôt. Enfin bon, il a vendu de la dope. Euh, c'est comme ça qu'il a appris qu'il fallait se sortir les doigts pour bosser. Ensuite, il est allé à l'école, mais c'était pas pour lui. Il a travaillé à l'usine avec son paternel. Et il travaillait dur, mais la jalousie a fait que, bon, il voulait limiter les heures sup du mec. Et puis finalement, il n'avait pas de formation, donc ils l'ont pas gardé. Enfin bref. C'est pas. Moi, j'ai une histoire, c'est un peu conte de fées, même si j'ai galéré pendant un moment. Au final, ça s'est bien passé. Mais même si vous trouvez de l'emploi, vous pouvez tomber sur des gens cons. Moi, je suis dans une start-up où j'ai pratiquement que des gens sympas, mais tu peux tomber dans une boîte où ton entretien s'est bien passé, la personne avec qui tu as passé l'entretien est très bien, mais les gens avec qui tu travailles, ce sont des enculés finis. Donc, euh, ça peut ne pas se passer bien pour tout le monde, mais une fois que tu as compris comment tu cherches du travail et comment tu obtiens le job, tu es armé pour affronter tout ce que la vie peut te lancer à la gueule, quoi. Enfin bon, tout ce que la vie, au niveau professionnel en tout cas. Bon, c'était un Arawak dans la ville et moi j'ai envie de manger la bouffe de la Tasca. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bon week-end, ciao.